Bienvenue dans ce nouvel épisode de Conscious Love. Aujourd'hui, on va avoir un thème clé pour une relation épanouie, la communication. Communiquer de manière claire et empathique, ça va au-delà d'un simple échange de mots. C'est un art qui nous aide à mieux nous comprendre et à vivre une connexion plus profonde. Dans beaucoup de relations, on parle pour répondre, pour se faire comprendre, pour gagner un argument, alors que je pense que c'est pas la meilleure façon de communiquer. J'ai beaucoup vécu ça dans mes relations précédentes, ou même dans mes relations familiales ou amicales. Et ça n'a jamais été une bonne façon d'aboutir à une relation, à une communication claire. Une communication consciente, c'est parler, c'est écouter, avec une réelle intention en fait de comprendre l'autre, avec présence, avec ouverture. C'est d'ailleurs un pilier, je pense, dans toute relation. C'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience ces dernières années et que j'ai voulu améliorer dans ma propre vie personnelle parce que je pense que c'est vraiment, si on maîtrise bien l'art de la communication, quelque chose qui peut améliorer et rendre nos relations au sens large plus épanouies, beaucoup plus épanouies même. Et on va voir aujourd'hui comment on peut adopter ce style de communication qui n'est pas forcément inné, clairement, comment on peut la mettre en pratique. On va partager avec vous ce qui nous a aidé en tant que couple et aussi des clés et un exercice pratique pour renforcer cette connexion au quotidien. On va commencer par l'écoute active, qui est l'art d'écouter pour comprendre et pas pour reprendre. Dans une relation de couple, il est essentiel de pouvoir écouter activement ça ou son partenaire avec curiosité, mais aussi essayer de ne pas le juger, lui ou ses propos. Oui, écouter activement, c'est être présent à l'autre en laissant de côté ses propres pensées. Essayer de ne pas juger, de ne pas préparer ses réponses en amont toutes prêtes. On va éviter les questions aussi, les interruptions, mais plutôt donner toute notre attention à notre partenaire ou à la personne en face de nous. Et un bon exercice pour ça, c'est l'exercice de la reformulation ou du miroir. Quand quelqu'un nous dit quelque chose, on peut par exemple reformuler ce qu'on a entendu pour s'assurer qu'on a bien compris. Par exemple, si je dis « Je me sens stressée ces derniers temps », tu pourrais répondre à Heidi. Donc, tu te sens stressé en ce moment? Voilà, c'est juste un exercice très simple, qui peut paraître très simple, mais qui est assez efficace. Ça paraît simple, mais reformuler est puissant parce que l'autre personne va se sentir comprise et écoutée. Ça montre à l'autre qu'on l'écoute vraiment et qu'on veut le comprendre sans interpréter ou le conseiller tout de suite. Parfois, juste sentir qu'on est réellement écouté et compris change tout. C'est un très bon ingrédient pour créer un espace de sécurité relationnelle. Et l'écoute active peut aussi inclure des signes de présence, comme le contact visuel, des hochements de tête, des mots de soutien comme je comprends ou je vois ce que tu veux dire. En faisant ça, on montre vraiment à l'autre qu'il ou elle est au centre de notre attention, qu'il compte pour nous et qu'on est là pour lui et pour elle. Oui, parce que l'écoute active, c'est finalement une manière d'honorer la présence de l'autre et lui montrer qu'il est important pour nous. Et ça, c'est essentiel dans une relation consciente. Et la deuxième chose, c'est notre propre observation et observation de soi. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie de communiquer à l'autre? Une fois il y a cette clarté sur ce que je ressens et donc j'ai envie de communiquer à l'autre, je le verbalise. Et arriver à parler avec cette clarté et honnêteté, je sais que c'est pas facile, mais c'est essentiel dans une relation. Parfois, on hésite à exprimer par peur de blesser l'autre ou d'être mal compris, ou même on évite d'exprimer un truc qui est en nous pour éviter de déclencher un conflit. Ouais, et c'est souvent là que commencent les malentendus. La première idée à retenir, ça serait de formuler ce qu'on ressent en partant de soi, plutôt que d'accuser l'autre. Par exemple, au lieu de dire tu ne fais jamais attention à moi,
On pourrait plutôt dire « je me sens un peu délaissée quand on ne passe pas de temps ensemble ». Ça peut paraître subtil cette différence, mais elle est vraiment importante. Oui, en utilisant je plutôt que tu, on va éviter de donner l'impression à l'autre qu'il est responsable. On évite aussi le jugement envers l'autre. Employer le je est moins accusateur. Et aussi, le je me rend responsable et consciente de moi-même et ce qui se passe dans mon intérieur. Prendre notre responsabilité nous reconnecte à notre sentiment de pouvoir personnel. Dans cette formulation, de commencer par je, j'invite l'autre à comprendre mon ressenti plutôt qu'à se défendre. Une autre clé, c'est de s'interroger sur le besoin qui se cache derrière chaque émotion. Ça veut dire par exemple si je me sens frustrée ou en colère, je pourrais me demander quel besoin non satisfait se cache derrière cette émotion. Généralement, on se rend compte que c'est un besoin de reconnexion, de validation ou de soutien qui n'est pas rempli. Et en le formulant ainsi, en fait, on laisse de l'espace à l'autre pour répondre sans se sentir agressé ou attaqué. Ça permet d'inviter notre partenaire à partager et à comprendre sans se sentir menacé. Parfois, avant de parler, on peut juste prendre un peu de recul et se demander est-ce que ce que je vais dire va apporter plus de bienveillance et de compréhension à notre échange? Est-ce que ça va contribuer à notre communication? Ça aide à prendre du recul. C'est aussi prendre soin de l'impact de nos mots et se demander comment on peut communiquer sans blesser l'autre, tout en restant authentique. C'est trouver cet équilibre entre l'honnêteté et la douceur. Ce n'est pas toujours simple, je le sais, c'est pas facile pour moi, mais ça se pratique comme tout. Je vais vous donner un autre exemple. Delphine, l'autre jour, quand tu m'as dit que je fais jamais la vaisselle, ça m'a vexé un peu. Ouais, c'est vrai. Je l'ai pas forcément dit de la bonne façon. Donc, comment tu peux le reformuler? J'aurais pu le reformuler comme lorsque je me réveille le matin et que je vois la vaisselle, je me sens un peu frustrée ou ça m'énerve. Est-ce que ça t'embête de faire la vaisselle avant de partir au travail, Heidi? Ah oui, je comprends, Mabel, que ça te stresse. Et ça doit être une charge pour toi. Je vais faire mon mieux et mieux organiser mon temps pour faire la vaisselle avant de partir au travail. Ça, c'est la bonne façon pour formuler, même si c'est pas toujours évident. On essaie de l'appliquer au maximum, je pense, dans notre couple, mais bien sûr, on reste humain et des fois, Bah oui. on n'utilise pas cette façon-là, mais c'est vrai que c'est une invitation. Et quand on se rend compte de la différence de formuler de cette façon-là, ça apaise tout de suite en fait les choses et on se sent dans un climat de sécurité. On n'est pas dans l'insécurité où ça va activer notre côté un peu méchant. En fait, pour moi, la vision des conflits dans une relation, c'est plutôt des moments, des ressources, d'apprentissage pour évoluer autant individu et évoluer aussi ensemble, de grandir et évoluer ensemble. De voir les conflits comme des opportunités d'évolution. Et ce qu'on vient d'évoquer là, en fait, ça reprend les principes de la communication non violente à laquelle je me suis formée. C'est une méthode créée par Marshall Rosenberg qui aide à exprimer ses besoins sans juger ni accuser l'autre et en facilitant la communication plus ouverte et constructive. La CNV, donc la communication non violente, est un outil en 4 étapes simples qui sont l'observation, le sentiment, le besoin et la demande. Donc ce cadre permet d'ouvrir une communication bienveillante, d'éviter les malentendus ou les réactions défensives, comme on vient de vous le montrer dans l'exemple précédent. Donc la première étape, c'est l'observation, comme tu viens de le nommer. Et plutôt de juger ou d'interpréter ce que fait l'autre, on décrit simplement les faits. Par exemple, au lieu de dire « tu me respectes jamais »,
On pourrait dire plutôt, je remarque que tu as annulé notre rendez-vous dans la dernière minute. En restant factuel, on limite les accusations implicites. Donc ensuite, après l'observation, on a le sentiment. Donc ça veut dire qu'on exprime notre sentiment en lien avec cette observation qu'on vient de faire. Donc comment on se sent face à cette situation? Donc par exemple, quand tu annules au dernier moment un rendez-vous, je me sens déçue et un peu blessée. Cette étape permet d'introduire nos émotions sans que cela soit interprété comme un reproche. Voilà, c'est ça. Plutôt de parler de comment je me sens quand l'autre fait quelque chose, on fait l'invitation à l'autre de rentrer aussi dans ce qui se passe dans mon intérieur, dans notre monde. Et ensuite, la troisième étape, c'est le besoin. On identifie les besoins derrière notre émotion, ce qui permet de clarifier la raison de notre ressenti. Et ça, c'est wow, l'auto-observation, la connaissance de soi, et ça, c'est vraiment important pour une relation épanouie, d'avoir le travail personnel, individuel, pour après s'enrichir avec ma partenaire ou mon partenaire. Par exemple, j'ai besoin de sentir que nos moments ensemble sont importants pour toi. Ça montre à l'autre qu'il a un besoin sincère derrière notre émotion et que ce n'est pas une attaque personnelle. Et une fois qu'on a identifié notre besoin, on va formuler une demande, donc la plus claire et concrète possible, afin que l'autre puisse bien comprendre ce dont on a besoin, justement. Dans notre exemple, ce serait « Serais-tu d'accord pour me prévenir dès que possible la prochaine fois que tu annules un rendez-vous ?» En fait, cette façon de formuler la demande, ça donne à l'autre une marge d'action pour répondre à notre besoin, mais sans se sentir accusé, agressé. Ça lui laisse toute la possibilité de mieux comprendre notre besoin, nos sentiments et notre demande, finalement. Oui, quand j'ai découvert cet outil de communication non violente, et c'était une révélation pour moi parce que j'ai vu que dans mon éducation, je n'ai pas appris à exprimer clairement mes émotions et même on n'a pas appris ça de nous écouter. On n'a pas appris à s'écouter en fait. Mais ces 4 étapes de la CNV, c'est très simple et quand on apprend ces outils, on voit bien que ça fait un impact positif sur notre dynamique relationnelle. Pourquoi? Parce que ça permet de créer un espace dans lequel chacune peut s'exprimer de manière sincère et constructive, surtout constructive. Et ça change tout dans la relation. Au lieu d'entrer dans un cercle de reproches, on peut se sentir entendu et valorisé. Et ça, c'est précieux. Oui, c'est vrai que c'est très important de pouvoir sortir de cette dynamique de communication qui est basée sur les reproches auxquels peut-être on est habitué de par notre éducation ou de par notre cadre. Même si, bien sûr, ça nous arrive à toutes et à tous, comme on l'a montré précédemment, de pas toujours employer cette communication bienveillante, parce qu'on reste des humains. Si ça vous arrive, en fait, essayez de prendre du recul, le temps de se rendre compte de ce qui se passe en moi, est-ce que je peux peut-être modifier ou changer pour amener une communication plus ouverte et plus constructive et plus bienveillante. Prendre du recul, ça permet de se rendre compte de cet automatisme qui s'est mis en place en fait dans la dynamique du couple et d'essayer donc de briser ça et d'en sortir. Et je vous invite aussi à voir la communication non pas comme une bataille, comme un duel qu'on aimerait gagner avec des arguments, mais plutôt comme une opportunité de renforcer ce lien, cette intimité qui se crée en fait dans notre couple, et plutôt de voir l'autre comme un allié et finalement de voir le couple comme une équipe. Il y a vraiment cette notion, je pense, d'équipe à mettre en avant en fait. Bien sûr, on reste 2 individus différents et on peut avoir des points de vue différents, mais c'est juste comprendre les points de vue de l'autre et ne pas être d'accord et ok, mais juste voir qu'on peut ne pas être d'accord tout en restant une équipe. Oui, tout à fait d'accord.
Et je me rends compte aussi que ces 4 étapes de la CMV, on peut les utiliser dans nos relations amicales et avec nos parents, avec nos amis, au niveau professionnel aussi. Et dans son niveau professionnel, je dirais que on peut modifier les cadres. Alors, pour terminer cet épisode, on va partager un exercice simple, mais puissant, pour ancrer ces pratiques dans votre quotidien. Donc l'exercice, c'est le rituel de la gratitude. C'est un exercice pour favoriser la bienveillance dans la communication. On peut essayer d'introduire ce rituel 1 fois par semaine, par exemple. Et l'idée, c'est de prendre... vous déterminez un temps, donc ça peut être 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Faut pas que ça soit trop long non plus, mais voilà, on va dire 5 minutes. Et pendant ces 5 minutes, on va exprimer à notre partenaire tout ce qui nous plaît chez lui, tout ce qu'on a envie de lui partager, qu'on apprécie. Ça peut être des petites actions au quotidien, des mots doux, des grandes qualités qu'on apprécie chez cette personne. Et ce simple petit rituel, en fait, va développer la gratitude qu'on a pour la personne et aussi va renforcer le lien qu'on a à deux et finalement créer une connexion plus profonde et plus intime avec cette personne. Oui, par exemple, mon amour, j'ai beaucoup apprécié quand tu m'as fait le café ce matin et tes petits mots d'amour m'ont rempli mon cœur de gratitude et j'ai pu commencer ma journée avec plein d'énergie. Donc l'autre, Delphine, va accueillir ces mots doux dans son cœur sans forcément me reprendre, juste avec une attitude pour recevoir ce que je suis en train de lui exprimer. Par exemple, avec un regard appuyé ou un sourire. Je vais juste prendre le temps d'apprécier en fait ces mots-là, cette valorisation et cette gratitude. Et à mon tour, en fait, ça va faire naître des émotions agréables qui renforcent cette gratitude que j'ai d'écouter Heidi me partager ces mots d'amour et toutes les choses positives qu'elle voit en moi. Donc ce rituel est très simple, mais profond parce que ça permet de maintenir une énergie positive et de donner de l'amour à travers la reconnaissance. Et en plus, il crée un espace où on se sent vu et apprécié dans ses efforts, ce qui nourrit la relation et améliore la qualité de notre communication. On espère que cet exercice va vous plaire et vous inspirer et surtout, on vous invite à le tester avec votre partenaire afin de créer une communication peut-être plus consciente dans votre relation et de voir ce que ça peut créer et laisser opérer la magie. Oui. Quand on installe des petites habitudes dans notre quotidien, ça fait une différence à long terme. N'oubliez pas que la communication consciente prend du temps et que c'est comme tout, c'est quelque chose qu'on va apprendre à pratiquer avec le temps. On ne devient pas expert du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte pour renforcer le lien que vous partagez ensemble. Et souvenez-vous qu'une relation consciente, c'est une relation où l'on choisit pour évoluer ensemble et pour grandir ensemble, avec bienveillance et intention. On n'est pas en couple pour faire durer le couple non plus. C'est une opportunité de découvrir des choses en nous, parce que l'autre est un miroir de moi. Et ça me permet de grandir et d'évoluer dans mon chemin de vie. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et on vous dit à très vite sur Conscious Love. À très vite.